la semaine dernière, eh bien, le ponte de chez Pixar, qui est inconnu du grand public, mais qui est le nouveau président de Pixar, qui s'appelle Jim Morris. Donc celui qui remplace celui qui a fait un pas de côté et qui avait la garde-robe de Carlos avec les chemises avec des ananas. Absolument, les chemises Oasis, à savoir John Lasseter. Et donc Jim Morris n'est pas n'importe qui. Il a bossé très très longtemps chez Industrial Light and Magic, la boîte créée par George Lucas, et il a accompagné plusieurs productions importantes chez Pixar, entre autres Wall-E d'Andrew Stanton. Donc il est déjà dans la maison depuis de nombreuses années. Et il se fait que ce Jim Morris était en Belgique pour 3 jours la semaine dernière à l'invitation de la Haute École de Louvain en Hainaut, l'ELA, pour une activité, un événement qui s'intitulait Mons 3D. Et Jim Morris, 3 jours de suite, a donné des conférences. Une conférence sur le business de Pixar, c'est comment manager une boîte de 2000 artistes et techniciens. Une deuxième conférence sur le parcours de Pixar et une troisième conférence assez généreuse de sa part, puisqu'il regardait des travaux d'étudiants d'école. Dieu sait qu'on a beaucoup de studios d'animation 3D en Belgique, et présentation de ces studios d'animation, et des étudiants pouvaient présenter leur travail et il les commentait. Et donc évidemment, sachant que ce grand monsieur était en Belgique, j'ai été le rencontrer. Présenter vos travaux? Voilà, exactement. Vous me présentez mes merveilleuses adaptations de Bob et Bobette. Non, je vous rassure, mais comme c'était justement, il était hors promo, quoi. Il n'est pas là pour vendre Elemental. Elemental n'a pas encore été montré. Et il acceptait volontiers des rencontres, des interviews. Et j'ai fait une interview assez longue avec lui. Donc je vais vous proposer un résumé, quelques extraits, parce que c'est l'occasion de poser quand même quelques questions sur ce studio qui a été fondateur. Toy Story, c'était en 1995, c'est quand même le premier long métrage en images de synthèse. Aujourd'hui, le contexte est très différent, puisque il y a DreamWorks, il y a Illumination qui est en train de casser la baraque avec Super Mario, donc on n'est plus du tout dans le même contexte, et on a l'impression de dire aussi qu'après un semi-échec comme le Buzz l'éclair, Pixar est en plein questionnement. Donc c'était peut-être le bon moment pour faire un petit peu le point sur ce studio très très important et chéri par tous les amateurs d'animation. Et justement, je lui ai demandé, en démarrage à Jim Morris, je lui ai dit, mais finalement, est-ce que cette présentation à Cannes, avant l'été, c'est aussi une manière de dire retour au grand écran, retour au cinéma après le Covid. On l'écoute. We had 3 films open on Disney Plus during COVID, and while they performed well there and people enjoyed them, it was disappointing to us because we make these movies for the big screen to be seen on a big screen with an audience, with people there, and they're visually made for that, and the audio is made for that. And, we're all cinephiles at heart at Pixar, and the politics are in a good place now. The good news is that Disney's now committed to only releasing our theatrical films theatrically. And we have a couple TV series that we're doing for Disney Plus, but no longer will they take any of our films and put them directly to Disney Plus. And Bob Iger is back, and our great leader, Alan Bergman, who oversees the studios. We are just going theatrical now. They will eventually end up on Disney Plus, down the road. But I think, to me, and I'll speak for myself, I've never felt that anything released on streaming or television in general has the feel or cultural impact or the specialness of something that goes in cinema first. And so to be able to go back and know that all our films are going to go there first is great. And there's no more talk of releasing on directly to Disney Plus. Nowadays, each big studio has this animation department. The competition is very, very intensive. When we look at the power of Illumination for the moment, then how to make the difference for Pixar nowadays? Well, I think all the studios are kind of making different sorts of films. At least there's that differentiation. I think Chris Meledandri and Illumination have done a stellar job. They make terrific films. They're wildly popular films. They're Minions films, the comedy in those, and then Super Mario Brothers, I think, seems to resonate with all those people that love that game and have played that game, and it's popular with audiences.
Disney Feature Animation, our sister company, tend towards fairy tale and musical kinds of things, which is sort of a different niche for us. I think our films maybe are differentiated a little bit. They tend, certainly they're not from pre-existing IP. They're original ideas or our IP that we've done before. There's nothing from books or fairy tales or anything like that. I think we also tend to try to mine emotional material perhaps a little more than go for comedy, and try to do things that resonate as kind of authentic experiences to humans and kind of relatable experiences. I think we want to try to continue to come up with ideas that are surprising to audiences, maybe things they didn't know they wanted to see. During the first decade of creation, there was really a quartet of great directors, John Lasseter with Toy Story, Andrew Stanton with Nemo, Pete Docter with Monsters, Brad Bird with Incredibles. Do you think after a team like this, is it difficult to find a new generation with this level of quality? Well, it certainly was a force of nature for that group to come together and not only did they make their own films, but of course they were part of each other's films and making those films. And that's one of those, miracles that is hard to replicate. Pete Docter is still at the helm, kind of overseeing. Andrew Stanton is actually back making a film with us, but we also have a bunch of other new directors coming up and with some different ideas and tastes. Domi Shi, who made Turning Red, is incredibly impressive. So we're starting to get, I think, maybe the next gen of that. At least that's what we're trying to do. It's hard to replicate. It's the Beatles, right? It's the Beatles of movies. And so it's hard to say yeah, we'll just recreate the Beatles. You got to create something different. But at least we have that legacy, and I think their continuing influence, both directly and indirectly, in terms of what the gestalt of the company is and what we aspire to do. Voilà, c'est assez sincère, hein. Brad Bird, Lasseter, Pete Docter, Stanton, c'était comme les Beatles, quoi, et on ne sait pas... c'est un phénomène unique et on ne sait pas rééditer ça. C'est assez honnête de le dire, même s'il dit effectivement qu'il y a des nouveaux talents qui arrivent, mais je trouve qu'il y a une espèce de modestie quand même de reconnaître qu'il y a eu effectivement une période absolument enchantée chez Pixar et que c'est pas forcément facile de la continuer. Et donc, vous l'avez entendu, mon cher Rudy, le retour de Bob Iger, parce qu'on parle souvent, tiens, quelle est la politique de Disney qui évolue tout le temps par rapport à Disney+, les plateformes, etc. La politique de Bob Iger est en tout cas, qui est revenu aux manettes, est de sortir en salle les films d'animation. D'ailleurs, Disney va sortir, c'est pas un film d'animation, mais l'adaptation live de La Petite Sirène la semaine prochaine en salle. Et donc, il y a une volonté. Et c'est intéressant de voir que Jim Morris, qui est de l'ancienne génération, il m'a dit, moi, de toute façon, c'est vrai que pour moi, il y a un prestige de la salle. Il faut faire avec aujourd'hui et les nouvelles réalités économiques américaines, mais il y a un prestige de la salle et qui n'est pas remplaçable par une exclusivité quand on sort directement les films sur plateforme. Et alors, l'autre élément, évidemment, c'est que même s'il est, je trouve, très très fair-play par rapport à Illumination et qu'il reconnaît le talent et l'innovation de ce studio, il dit la difficulté chez nous, comme on part toujours de scénarios originaux et jamais de bouquins ou d'adaptations de contes de fées comme chez Disney, forcément ça prend du temps et avec l'ambition d'aller plus vers l'émotion et pas uniquement vers la comédie. Et au cours de notre conversation, on parlait justement de la situation des salles aux USA. Dieu sait qu'on en a beaucoup parlé dans 5 heures avec la fermeture de ça. Il dit que c'est devenu abominablement difficile et évidemment très 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 difficile, quasi impossible pour le cinéma indépendant américain qui est presque condamné à négocier avec des plateformes, avec une sortie limitée en salle, mais on a vu l'exemple de Air de Ben Affleck qui est déjà sur Amazon Prime. Enfin, ces films sont presque obligés de pactiser avec l'une ou l'autre plateforme. Et on sait que le nouveau Scorsese qui est présenté à Cannes lors de cette édition est produit par Apple. Il aura une sortie salle, mais
in fine, il tombe dans l'escarcelle de Apple, quoi. Voilà. Donc, c'était intéressant d'avoir évidemment le point de vue d'un... C'est quand même nouveau, parce que Apple n'avait aucune sortie salle. Aucun partenariat, aucun contrat avec les salles. Non, donc on peut quand même considérer que c'est une avancée en faveur des salles par rapport à Apple qui n'avait aucune politique salle, aucune du tout. Maintenant il y en a une. Et puis aussi cette déclaration venant d'un décideur de chez Disney, où on sait que la politique pro-plateforme et donc forcément anti-salle était une des plus agressives, avec des gens qui sont à la fois producteurs et diffuseurs. Là, on sent qu'ils rétropédalent. Tout à fait. Donc, on est vraiment dans une politique où, à nouveau, l'industrie, dans sa toute grande majorité, y compris ceux qui étaient les plus réfractaires, retourne en salle. Se rendre compte du prestige de la salle, qui a quand même encore cette dimension-là. Il dit effectivement que les films aboutiront évidemment dans le catalogue de Disney+, mais qu'on va leur laisser une vie en salle. Et il a vraiment commencé par je voyais qu'on sentait qu'ils avaient été très très déprimés de devoir réserver des films comme Soul une fois que le Covid leur est tombé dessus. Effectivement, c'était des films conçus pour la salle et une sorte d'émotion collective, parce qu'il n'y a pas seulement la dimension grand écran, il y a la dimension collective évidemment qui compte énormément. Moi, je peux vous dire qu'un de mes plus beaux souvenirs de séance d'ouverture à Cannes, c'était quand même la Up qui était en 3D à l'époque où la 3D innovait. C'était une séance magique, une séance d'ouverture absolument formidable. Et puis quand on voit un film en salle, parfois on a l'impulsion en sortant de la salle d'aller acheter une gourde avec le héros imprimé, alors que moi je connais personne qui, après avoir vu un programme à la télévision, sort de chez lui en allant acheter une boîte à tartines. Et Dieu sait que chez Disney c'est important. Le département boîte à tartines, sandwich box, c'est assez important. La salle est aussi un magnifique showroom aux produits dérivés, ce que n'est pas la télévision. Voilà, donc merci à la Haute École de Louvain-en-Hainaut pour cette invitation de Jim Morris, et merci à Jim Morris lui-même pour sa franchise. Mais oui, trop chouette. Voilà mon cher. Merci Jim.